À la une, la mort d'un détenu ce matin au centre pénitentiaire de Guyane suite à une bagarre entre des prisonniers. La victime, un Surinamais de 29 ans, a été blessé par arme blanche. L'auteur présumé de l'homicide, un homme originaire du Guyana, a été placé en garde à vue. Les professeurs de français en tremblent déjà. À partir de la rentrée prochaine, près de 2400 mots et bon nombre de règles orthographiques vont changer, voire disparaître. Chez nous, les avis sont plutôt mitigés. Des lycéens à l'Institut universitaire de technologie de Kourou, l'IUT leur a ouvert ses portes pour la journée, l'occasion de découvrir l'établissement, mais surtout rencontrer les enseignants et les étudiants. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. On démarre avec la mort d'un détenu ce matin au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly suite à une bagarre entre prisonniers. Les faits se sont déroulés dans l'enceinte de l'établissement. La victime, un Surinamais de 29 ans, a été attaqué avec une arme blanche de fabrication artisanale. Il a succombé à ses blessures un peu plus tard malgré l'intervention rapide des pompiers. Le magistrat du parquet de permanence est également rendu sur les lieux. L'auteur présumé de cet homicide, un Guyanien de 35 ans, a été placé en garde à vue. Les précisions du lieutenant Didier Legrand au micro de Xavier-Paul Lepelletier. Ce matin, aux environs de 7h30, nous avons été appelés pour une victime en arrêt cardio-respiratoire au centre pénitentiaire. Donc à l'arrivée des secours aux environs de 7h53, ils ont constaté une victime, un homme âgé de 29 ans, originaire du Suriname, qui avait reçu un pic artisanal au niveau de la poitrine, côté droit. Cette victime ne présentait pas d'hémorragie externe. Malheureusement, elle était en arrêt cardiaque et les secours des sapeurs-pompiers associés au SAMU avons tenté pendant plus d'une heure de la ranimer. Malheureusement, elle a été déclarée décédée aux environs de 9h. Nous, quand nous sommes arrivés, la victime a été évacuée par le personnel du centre pénitentiaire dans le couloir. On l'a prise en charge dans le couloir et on n'a pas plus d'informations sur l'origine de la risque s'il s'agit. Le changement, ça fait peur et celui-ci a du mal à passer auprès des linguistes qui y voient comme une réforme de la Constitution. Un nénuphar avec un F et des oignons sans I. Les professeurs de français en tremblent déjà, mais ils vont devoir s'y résoudre à partir de la prochaine rentrée. Près de 2400 mots et bon nombre de règles orthographiques vont changer et certaines disparaître. Chez nous, toutefois, les avis sont plutôt mitigés sur cette affaire. Jonathan Lariot. Comment est-ce que vous écrivez le mot nénuphar? Nénuphar, alors c'est N-E-N-U-P-H-A-R. Oui, mais pas seulement. À partir de la rentrée 2016, le mot nénuphar pourra aussi s'écrire avec un F. Et ce n'est là qu'un seul des changements que devra subir l'orthographe française à partir de septembre prochain. 2400 mots du dictionnaire ne s'écriront plus de la même manière, un changement qui ne fait pas l'unanimité. La langue qui se perd, on le perd avec les SMS, on le perd avec les messages, mais aussi on doit le perdre dans l'écriture. Moi je pense que c'est tout ça où il faut retourner en arrière. Les rectifications orthographiques, elles ne font que suivre l'évolution de la langue en fait. Cela me semble une réforme qui n'était pas prioritaire. La langue française fait partie du patrimoine du pays. Vouloir la simplifier, j'aimerais comprendre quelles sont les causes. À titre personnel, je trouve que cette réforme n'était pas indispensable aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, le public s'emballe suite à cette annonce et n'hésite pas à pointer du doigt ce changement. Et si on supprimait les chiffres pour faciliter les maths? On peut supprimer l'école aussi, ça ira plus vite. La réforme de l'orthographe sera systématisée dans les nouveaux manuels scolaires à partir de la rentrée prochaine. Avec un taux d'illettrisme très élevé en Guyane, ce changement que l'on pourrait qualifier d'évolution de la langue française reste apprécié du personnel enseignant. La langue a toujours évolué. Elle a évolué du latin vers l'ancien français, de l'ancien français vers le français moderne. Je pense que ce serait une erreur de figer la langue. Et ce qui se passe pour le moment, c'est qu'on est en train aussi de laisser sur le bord de la route des gens qui sont, comme je vous le disais, discriminés parce qu'ils maîtrisent mal la langue. Mais quand on remarque en tant qu'enseignant que ce sont toujours les mêmes fautes qui reviennent et qu'il est difficile de faire comprendre les raisons de ces fautes aux jeunes à qui on essaye d'apprendre à parler correctement, au bout d'un moment, on se dit est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que ce soit la langue qui évolue? Mais pas de panique, cette orthographe dite révisée n'a pas de caractère obligatoire. Les deux types de manières d'écrire sont autorisés, donc pas de faute d'orthographe à l'horizon. Et en parlant lettres, ceux-là aussi devront s'adapter bientôt. Une véritable assemblée de critiques littéraires en herbe s'est tenue ce matin dans l'auditorium des Trois Fleuves pour le prix Carbet des lycéens. Pour cette 12e édition, près de 200 jeunes venus de tout le littoral se sont retrouvés pour choisir les meilleurs des 6 ouvrages proposés dans une sélection d'auteurs latino-caribéens. Chaque classe participante enverra 2 élèves délégués pour défendre la sélection des 3 ouvrages choisis par les lycéens guyanais. Xavier-Paul Lepelletier.
C'est un livre que je n'ai pas lu. Et qui je ne l'ai pas lu, je l'ai mangé. Les réputations, l'ancêtre en solitude, je suis vivant, les illusions du sang, le bout du monde est une fenêtre et des vies cassées. Vous avez peut-être déjà croisé ces ouvrages au sein des librairies guyanaises et d'ici le mois prochain, l'un d'eux portera le label du prix Carbet des lycéens. Je pense que je n'étais pas encore prête à lire ce genre de livre, mais le peu que j'en ai lu, j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que j'ai du mal à comprendre. Parce que la fermeture d'esprit des gens comme ça, c'est un sujet qui me touche énormément. Et pour cette 12e édition, l'objectif n'a pas changé. Ce prix Carbet des lycéens, il a quelques 12 ans d'existence. Cette année, comme les autres années, sont en lice des auteurs caribéens avec un auteur d'Amérique du Sud, colombien, si je ne m'abuse, Vasquez. Et l'objectif est toujours le même, lire et faire lire la littérature de notre région. 2 élèves au sein de chaque classe sélectionnée partiront à la fin du mois pour la Guadeloupe, un rôle de délégué que les lycéens prennent avec responsabilité. Moi, j'ai pas vraiment l'occasion de lire. Les livres qu'on lit en L, c'est plutôt des livres classiques, c'est pas super intéressant, on va dire. Là, c'était des livres qui étaient entiers, donc de là où je suis, quoi. C'était vraiment quelque chose de jamais vu, je veux dire. J'ai jamais fait ça à l'école et je trouve que, du coup, ça m'a beaucoup plus plu. Je me suis vraiment engagée dedans, je veux dire. C'est quand même 6 livres qu'on doit lire en plus des devoirs qu'on a à faire en cours. C'est vraiment un engagement personnel. C'est un honneur parce que j'ai été choisie par mes camarades de classe et du coup je vais représenter en quelque sorte leur choix et du coup je suis heureuse de la confiance qu'ils me font. L'auteur qui se sera vu décerner le prix Carbet par les lycéens viendra mi-mars pour rencontrer les élèves qui l'auront plébiscité. Et pendant ce temps, d'autres lycéens se trouvaient à l'Institut universitaire technologique de Kourou. L'IUT leur a ouvert ses portes pour la journée, l'occasion pour eux de découvrir l'établissement, mais surtout rencontrer des enseignants et des étudiants. En cette période de grands questionnements, notamment pour les terminales, les jeunes ont su examiner les possibilités qui s'offrent à eux pour leur avenir. Mia Pierre. C'est une journée très importante pour l'IUT de Kourou. Cette année encore, il ouvre ses portes aux lycéens de Guyane afin de les informer sur les filières et les formations dont ils disposent. Un prospectus ou bien savoir qu'il existe une formation, c'est différent d'être sur place et de voir une présentation sur place de la filière et surtout de voir des travaux pratiques de ces filières, de voir quelques manips, de voir quelques cours pratiques sur place, avoir un aperçu, ça ouvre les yeux à l'étudiant de voir, au lycéen, de voir plus la formation et de comprendre le contenu de la formation et de faire son choix de filière d'avenir, quoi. La visite des lieux, la présentation des filières ou encore la démonstration des travaux accomplis, le tout est assuré par des étudiants très impliqués. On ne sait pas tout ce qu'on fait en Guyane. Tout le monde pense qu'il faut partir, mais il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Donc c'est important pour moi de montrer ce que nous on apporte, ce qu'on connaît, etc. Les études, en DUT en tout cas, c'est pas seulement des cours où on apprend des choses, c'est aussi des projets où on réalise des choses en utilisant cette partie théorique. Donc c'est important de leur montrer que oui, on fait des choses, on n'apprend pas seulement des choses. Ça devient intéressant quand on s'y met vraiment. Si de ces lycéens, beaucoup n'avaient pas encore d'idées fixes sur leur future orientation, cette journée leur aura au moins permis d'avoir quelques pistes. Étant donné que je suis en première S, en voyant ça, ça m'impressionne, oui, parce que c'est pas un truc que je fais en scientifique. Ce serait pas mal de venir à l'UT de Kourou pour pouvoir faire beaucoup plus de manipulation. Je trouve que c'est intéressant. Depuis septembre, l'offre de formation de l'UIT s'est étoffée avec l'ouverture d'une filière carrière sociale. En bref, maintenant dans l'affaire du scandale qui éclabousse des scientifiques de l'Institut de recherche et de développement, vous le savez, leur dépôt de brevet sur un traitement contre le paludisme se basant sur un savoir ancestral de la pharmacopée guyanaise est contesté. Chantal Berthelot et Antoine Karam leur avaient adressé un courrier leur demandant d'abandonner purement et simplement ce projet. Le directeur de l'établissement, Jean-Paul Maouti, a répondu aux parlementaires. Le brevet ne sera pas retiré. Il assure que des retombées toutefois financières et médicales pour la Guyane devrait être assurée.
L'annonce avait fait l'effet d'un choc et avait provoqué un véritable lever de bouclier des professionnels de la pêche en Guyane et aux Antilles. Ils sont aujourd'hui soulagés. Le commissaire européen à la pêche et l'environnement, Karmenu Vella, a indiqué que la proposition de loi interdisant l'utilisation des filets dérivants a été retirée. Les pêcheurs pourront donc poursuivre leur travail de manière traditionnelle s'ils le souhaitent. Une victoire pour Patricia Triplet, directrice du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Elle s'exprime au micro d'Ayodele Germa. Il y a eu un lobbying des députés européens et principalement du député Cadec qui est aussi président de la commission pêche au Parlement européen, des députés antillais aussi, donc dont le député Moncourt, et puis du comité national. Donc, ce qui nous a permis de ne pas lâcher l'affaire et finalement d'obtenir que cette interdiction soit en fin de compte qu'on la laisse tomber. 100% de notre pêcherie artisanale est pratiquée avec des filets maillants dérivants. Cela signifie des conséquences graves, je dirais même désastreuses au niveau socio-économique, puisque l'interdiction, si elle devait passer, n'aurait pas laissé de délai pour pouvoir trouver d'autres types d'engins. Et donc il aurait fallu cesser l'activité de cette pêche. Je pense que tôt ou tard, de toute façon, ça reviendra sur la table. Et entre-temps, nous, ça nous permettra d'étudier justement d'autres types d'engins de pêche pour voir s'il y a d'autres possibilités que les filets maillants dérivants. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas admissible du jour au lendemain. Restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons du Touloulou Magazine. Son dernier numéro, le numéro annuel 2016, est sorti hier. Et puis les enfants font leur carnaval depuis hier. Un premier défilé s'est tenu ce matin à Kourou. Il a rassemblé plusieurs centaines de petits dans les rues. Des images à découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, parmi les conséquences de l'avancée du Zika, le soleil en sur Martinique la peau aussi, les professionnels de l'hôtellerie tirent la sonnette d'alarme. Une semaine après l'annonce de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui conseillait aux femmes enceintes de ne pas se rendre en Guyane et aux Antilles, les annulations s'enchaînent. La haute saison avait pourtant bien commencé. Les professionnels du secteur s'inquiètent de voir la situation durer, voire s'empirer. Loïc Régis. Le soleil sur la peau et les doigts de pied en éventail au bord de la piscine. Ces touristes ne semblent pas perturbés par les annonces d'épidémie de Zika en Martinique. L'idée est simple, profiter du séjour. Je pense que si on est prudent, il n'y a pas de motif d'inquiétude pour l'instant. Moi, j'ai pas eu de problème de moustiques cette année, alors qu'effectivement, il y a 2 ans, il y en avait plus. On s'y est intéressé quand on en a parlé, mais ça ne nous a pas fait renoncer à notre séjour, dans la mesure où ma femme n'était pas enceinte et que c'est le risque principal lié à ce virus apparemment. Pourtant, l'hôtel, comme de nombreux autres sites d'hébergement, subit les conséquences d'une communication inquiétante sur la prolifération du virus. Depuis une semaine, les annulations s'enchaînent. Pour l'instant, nous sommes à plus de 150 nuitées d'annulés. L'impact a été immédiat. Nous avons immédiatement reçu des annulations et des demandes d'explications, des demandes de détails, de besoin de compréhension de ce qu'était la maladie, savoir quelles étaient les mesures de précaution que l'hôtel avait mises en place. Maintenant, je pense que nous ne sommes pas seulement affectés par ce qui se dit en France, mais aussi par ce qui se dit en Amérique du Nord et dans le monde entier. Les professionnels de l'hôtellerie tirent la sonnette d'alarme. La semaine dernière, la ministre de la Santé préconisait aux femmes enceintes d'éviter la destination. En 7 jours, le manque à gagner serait estimé à 800 000 € à cause des désistements. Là, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est 800 000 €. Par contre, on ne pourra pas mesurer l'impact de cette médiatisation sur les personnes qui ne vont pas réserver. Je pense que ce sera conséquent, à la fois pour cette haute saison, pour la basse saison qui vient, et déjà pour la haute saison l'année prochaine, puisqu'en ce moment, les groupistes notamment établissent leur catalogue. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, sera en visite en Martinique à la fin du mois. Elle devra faire face aux nombreuses interrogations des professionnels du tourisme, notamment sur l'impact réel de l'épidémie. Environ 200 élèves de 6 classes d'école primaire de Cayenne et de Rémière-Montjoly se sont rencontrés ce matin pour les phases demi-finales de l'opération Mon Euro 2016, un tournoi de football dans lequel les écoliers s'affrontent en l'espace de 5 minutes de match. Une manifestation qui a rencontré un certain nombre de difficultés. Les précisions du délégué académique pour l'Euro 2016 au micro de Xavier Paul Lepelletier. Aujourd'hui, il y avait à peu près 6 classes, ça fait à peu près 200 élèves qui étaient concernés par les finales.
puisque sur Rémy, nous avons fait des poules pour les raisons que je vous ai invoquées de transport qui ont été défaillants, pour éviter que la commune ne dépense trop d'argent et qu'on se retrouve nous sans transport. Donc nous avons fait des poules de district. Donc les écoles les plus rapprochées se sont rencontrées pour enfin désigner à chaque fois un représentant et ensuite un finaliste, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc 2 écoles sont venues à pied, puisqu'elles sont distantes d'1,5 km du stade, et les autres, on a négocié le transport. Et en 10 minutes, le dernier score est revenu à Jacques-Launy avec 5 buts à 1. Donc par conséquent, on a largement le temps de cartonner avec des temps aussi réduits. Sport toujours avec la Guadeloupe qui se prépare à relever un défi de taille, celui de transformer le vélodrome de la commune de Baie-Mahault pour en faire un stade de tennis comparable à celui de Roland-Garros, un terrain qui servira pour accueillir le premier tour de la Coupe Davis au mois de mars, une métamorphose bien amorcée comme nous le montre Yvan Lemar. Pour cette Coupe Davis, des travaux sur le bâtiment ont été effectués. Cette première phase a permis de faire des modifications liées à l'accueil des joueurs de tennis. Place maintenant à la deuxième phase. Nous attaquons la phase liée directement à la Coupe Davis, c'est-à-dire les équipements sportifs. Donc c'est les équipements extérieurs, donc c'est les courts de tennis, les tribunes pour pouvoir accueillir le public et l'éclairage. Pour ces équipements sportifs, les matériaux et le matériel sont déjà arrivés. Le planning des travaux est pour le moment respecté. Au niveau des bâtiments, donc le chantier est pratiquement terminé. Maintenant pour les équipements sportifs, donc on rentre vraiment dans la phase active, puisque le craon est arrivé, les tribunes aussi, puisque vous savez que c'est du matériel qui vient de métropole. Donc tout est arrivé à bon port. Il reste encore à dédouaner les tribunes, mais je pense que ça va commencer à partir de demain. Donc là, on est dans la phase de réalisation des cours d'entraînement, du cours principal et après du montage des tribunes. La livraison de ces travaux est prévue le 22 février. Comme chaque année à cette époque, le Touloulou Magazine sort son numéro annuel, une rétrospective sur les festivités de la dernière saison, courte cette année. Cela fait déjà 22 ans que la revue a été créée par Philippe Alcide Di Clausel, président de la Fédération des festivals et carnavals de Guyane. Aujourd'hui gérée par l'association touloulou.com, elle a été tirée à près de 5000 exemplaires pour cette année. Jonathan Lariot. Il faut dire que dans cette revue, on va trouver beaucoup de choses. 44 pages de carnaval, 44 pages de photos couleurs. On retrouve dans cette revue les parades, tout ce qu'il y a comme parade, parade de Cayenne, parade de Kourou. On retrouve aussi tout ce qui est temps fort, beaucoup de portraits dans cette revue. Nous irons aussi sur la parade de Saint-Laurent. Et aussi, on fait des portraits sur les artistes, comme Nadège Chauvet, comme Victor Clette, comme tant d'autres. Beaucoup d'éléments. Alors je dis qu'aujourd'hui, Touloulou Magazine, c'est la revue officielle du carnaval guyanais. C'est plus ma revue parce que tout un chacun s'approprie Touloulou Magazine. Si je le sors, on se pose la question, mais il sort quand Touloulou Magazine? Et là, vous voyez, depuis 24 heures, les gens se l'arrachent, Touloulou Magazine. C'est dans tous les kiosques. Ils se le procurent, ils se l'échangent, ils l'envoient en métropole. J'ai des collectionneurs et puis des gens qui me demandent de dédicacer Touloulou Magazine pour eux parce qu'ils collectionnent depuis des années Touloulou Magazine. On a voulu inscrire dans le marbre le carnaval guyanais. Ça permet de trouver l'histoire du carnaval dans le temps. Et puis, quelque part, on a une traçabilité de ce qui s'est passé. C'est notre manière aussi de promouvoir, de préserver ce carnaval et de faire perdurer l'histoire du carnaval guyanais. Un peu de carnaval maintenant avec les tout-petits de la ville spatiale qui ont eux aussi fait leur propre carnaval. Ça s'est passé ce matin à la médiathèque de Kourou. Comme les grands, ils ont respecté le thème de la grande parade rouge et bleu. Un moment apprécié de tous. Voici quelques images captées par Mia Pierre. Cette année, le thème qu'on a choisi, c'est Alice au pays des merveilles. Et les enfants sont déguisés en petits soldats de cartes qui protègent la reine de cœur. Les enfants ont fait le principal, en fait, ils ont peint les petites formes cœur, pique, carreau et trèfle. Et après, pour le dos des cartes, on avait des pochoirs et pareil, avec des rouleaux, tout simplement, ils ont peint. Ils sont bien, au début, ils sont un peu timides parce qu'ils sont impressionnés, ils sont dans la rue, il y a beaucoup de monde. Mais après, voilà, ils savent que c'est sécurisé et donc ils s'amusent et ils profitent. C'est très important pour l'épanouissement des enfants de faire diverses activités. À l'occurrence, on fait des costumes, on les fait participer pour la confection et puis on fait le carnaval. C'est une activité sympathique et qui est très importante pour la vie de Kourou et pour tous les enfants, même s'ils sont non scolarisés, qu'ils ont moins de 3 ans. En tant qu'assistance maternelle, on estime que c'est important de faire des choses en dehors de chez nous. Nous, on a décidé de faire des oiseaux. Donc voilà, on a estimé que c'était très coloré et on essaie de faire des costumes qui puissent être pratiques aussi pour les enfants qui sont des petits bouts de chou de moins de 3 ans.
C'est la fin de votre journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.